Pile, merci de votre ponctualité. Je vais activer ma caméra. Donc, je suis Christophe Pérus, je suis le directeur technique d'Extrémité et vous êtes là aujourd'hui pour assister à une présentation sur les bonnes pratiques de la sauvegarde, notamment la sauvegarde immuable. Vos caméras sont désactivées ainsi que vos micros. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions, même à la fin, on va réserver un peu de temps à la fin pour répondre à ces questions éventuelles. Mais vous pouvez les poser dans le chat, j'essaierai d'y répondre au fur et à mesure si je les vois. Voilà. Je vais tout de suite commencer par une rapide présentation d'Extrémité. Extrémité, en quelques mots, Extrémité, c'est une équipe de passionnés, une trentaine de passionnés. Nous fêtons notre 25e anniversaire. Plus exactement, nous l'avons fêté la semaine dernière, où nous avons invité quelques clients. Nous avons eu le privilège de recevoir des clients au sein d'Extrémité pour une soirée conviviale et appréciée. Euh, au-delà des collaborateurs Extrémité, c'est 650 clients actifs qui nous suivent sur différents domaines. Donc, on va détailler un petit peu après. Quelques références clients. Il n'y a pas tout, il n'y a pas les 650 bien évidemment, mais leur point commun ou plutôt leur différence, c'est que vous voyez, si vous en connaissez certainement, on n'a pas un type de clientèle particulier, mis à part que ce sont des PME de la région, mais dans tous les domaines d'activité. Aussi bien le transport que la pharmacie, que la grande distribution. Voilà, donc on a la chance de pouvoir travailler avec des clients locaux et dans plein de domaines d'activité, ce qui est très enrichissant pour nous. Nos valeurs, très importantes, les valeurs d'Extrémité, l'écoute, le partage, l'épanouissement et la proximité. C'est pour ça qu'Extrémité travaille exclusivement en région pour pouvoir être proche de nos clients. Et effectivement, les partages, je l'ai cité juste avant, nous organisons souvent des séminaires, des webinaires. Le plus grand moment de partage étant la semaine dernière, effectivement, avec la présence de, je pense, 80 clients, je n'ai pas compté exactement. Mais voilà, donc le partage est très important pour Extrémité. Je ne peux pas passer la présentation d'Extrémité sans les engagements associatifs. Les Clones de l'Espoir, rapidement, l'Accordé, qui est une association pour apprendre à lire et à écrire, la Clé et les lunettes de Zach pour le reconditionnement. Gestes éco-responsables très important pour nous aussi, les éco-cups, le tri sélectif la réduction de l'empreinte écologique, hein, la dame en bas à droite, elle fait du télétravail, en fait, c'est ce qu'on a voulu montrer. Effectivement, nous essayons de réduire notre empreinte écologique. Les expertises extrémités sont réparties sur, on va dire, huit domaines. La cybersécurité. Nous accompagnons nos clients au sein de la région sur la mise en place ou au moins le renforcement de la cybersécurité. Je reviendrai un petit peu tout à l'heure là-dessus, c'est important. D'ailleurs, la sauvegarde et la sauvegarde immuable font partie de la cybersécurité. Le réseau au sens large du terme, c'est-à-dire que nous proposons des solutions, alors clés en main, interconnectées, sécurisées bien évidemment, autour de différentes solutions, différents partenaires, dont j'en citerai quelques-uns ensuite. Les télécoms, nous intégrons des solutions de téléphonie sur IP, notamment, pour ne pas les citer, avec 3CX, qui est une solution pure player de téléphonie IP,
Voilà, donc avec différentes fonctions. On va pas étendre ici, mais nous organisons souvent des présentations de 3CX qui permet d'ouvrir le champ des possibles sur la, la visioconférence, sur le partage, on va dire la communication dématérialisée. Le cloud, nous proposons l'hébergement de solutions diverses et variées, de solutions Sage, Cegid notamment, mais d'autres solutions au sein d'un data center régional qui est dans la région, avec les réplications, avec la sécurité, avec tout ce qui va bien, bien évidemment. L'informatique de gestion, nous sommes intégrateurs et revendeurs des solutions Sage et Cegid. Voilà, donc autour de différents domaines, la paye, la comptabilité, la gestion commerciale. Voilà, bon, on va pas étendre ceci, mais effectivement, nous sommes assez connus dans la région pour intégrer ces différentes solutions avec des consultants qui sont hyper spécialisés dans leur domaine. Le développement spécifique, eh ben, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que ce qui n'existe pas, on l'invente ou on le crée. Et voilà, donc soit interconnecté avec soit par l'intermédiaire d'add-on, on va dire interconnecté avec des logiciels de gestion existants, soit de from scratch. Hein, voilà, c'est-à-dire qu'on a un besoin égal à un développement, avec évidemment des équipes avec des chefs de projet et des développeurs. Le digital, le développement de sites web, le référencement naturel, enfin voilà, tout ce qui est autour du monde de l'hébergement. On a une grosse activité là-dessus, puisque voilà, on peut développer facilement avec nos équipes du front-end, du back-end sur des logiciels de gestion, par exemple, voilà, sans aucun problème. Et enfin, le petit dernier, qui est, alors je ne sais plus, mais qui a déjà un certain nombre d'années, l'externalisation de la paye, c'est-à-dire qu'effectivement, nous avons une forte compétence en paye grâce à l'équipe de gestion et on propose effectivement l'externalisation complète de la paye. Voilà, je ne rentre pas dans les détails, mais les commerciaux chez nous sont là pour vous renseigner si vous avez besoin de plus de détails. Si je reviens rapidement sur sécurité réseau, télécom et cloud, c'est ce que je connais bien. Ce qui est important ici, effectivement, nous voyons quelques partenaires en bas, mais ce qui est important ici, c'est que nous sommes labellisés Expert Cyber, qui a un label décerné, enfin, en liaison avec l'ANSSI, on va dire, et cybermalliance.gouv.fr, et nous sommes adhérents et participants actifs au niveau du CICERT. Je reviendrai un petit peu après ce que c'est que le CICERT, mais c'est très important, c'est le centre de réponse sur incident des Hauts-de-France. Voilà, donc je les cite à chaque fois parce que c'est pas très connu, puisque c'est assez récent, mais c'est important de connaître. Quelques partenaires ici en bas des solutions qu'on revend et qu'on intègre. 3CX, je l'ai cité tout à l'heure pour la téléphonie sur IP, Aruba, voilà pour tout ce qui est switching, le Wi-Fi par exemple aussi, enfin voilà, différentes solutions autour d'Aruba. HPE pour tout ce qui est serveur, HP pour tout ce qui est poste de travail, Microsoft bien évidemment, Microsoft 365, les firewalls Stormshield, Trend Micro pour les antivirus, Veid et Vim pour la sauvegarde. Je vais en parler un petit peu après aussi de Vim. Notre accompagnement, nous sommes, alors je ne sais pas si on dit vraiment labellisé, mais nous avons la labellisation, on va dire ça comme ça, Calliope, ce qui nous permet de vous former et de pouvoir bénéficier de financement éventuellement. L'assistance téléphonique, très important, c'est notre dada. Nous proposons des contrats et effectivement notre hotline sur différents domaines d'activité est ouverte. Alors pour le réseau en tout cas à partir de 8 heures du matin pendant les heures ouvrées, 8h, 12h30, 14h, 18h,
pour vous assister en cas de problématiques diverses et variées. Dans nos partenaires, autres que ceux que j'ai cités tout à l'heure, effectivement, nous allons retrouver des gens comme Joomla, Cadiant, enfin voilà, Zebra, WordPress. Voilà, on a tout un panel de partenaires qui nous accompagnent, sur lequel nous sommes formés, bien évidemment, et qui nous permet de répondre à tous vos besoins. Nos indicateurs qualité, importants pour nous, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne se contente pas d'essayer d'être bon, on vérifie qu'on a bien, enfin, qu'on est bien compris par les clients. Est-ce qu'on a bien répondu à vos attentes? Oui, non, pourquoi? Et puis, effectivement, l'idée, c'est de s'améliorer, hein, en se faisant noter par nos clients. C'est-à-dire que si vous êtes client extrémité avec un contrat, vous recevez régulièrement des enquêtes qualité qui nous permettent d'être à votre écoute en permanence. Je viens tout de suite, j'enchaîne tout de suite en parlant des bonnes pratiques de la sauvegarde. Aujourd'hui, si on regarde un petit peu la sauvegarde, typiquement, ça sert à sécuriser vos données dans un environnement de menaces en constante évolution. Oui, on va en parler des menaces. Aujourd'hui, une sauvegarde, moi j'ai l'habitude de dire que c'est le dernier rempart, mais effectivement, on intervient dans le cadre de réponse sur incident à des problématiques. Quand il est trop tard, hein, bien évidemment, parce que si on est en réponse sur incident, c'est qu'il y a eu un incident, mais effectivement, la sauvegarde est bien souvent le dernier rempart, et on va en parler un petit peu. On va rappeler d'abord, dans un premier temps, le contexte et l'importance du sujet, comprendre les enjeux critiques des sauvegardes. On va parler un peu d'évolution des cyberattaques, on est bien placé pour en parler, état des lieux et des menaces actuelles. Les 10 bonnes pratiques de l'ANSSI, alors pas sur les 10 bonnes pratiques de l'ANSSI concernant la sauvegarde, puisque l'ANSSI a beaucoup d'autres bonnes pratiques, mais en tout cas, on va parler de celle de la sauvegarde. Focus sur la sauvegarde immuable, qu'est-ce que c'est, pourquoi, et ensuite, en dernier chapitre, comment la mettre en œuvre, avec quel outil, en tout cas, avec quel outil Extrémité la met en œuvre et vous accompagne dans cette implémentation. Alors, les sauvegardes constituent la dernière ligne de défense pour assurer la continuité d'activité et la protection des actifs numériques critiques de votre organisation. Il y a une statistique qui tourne, mais je ne connais plus le pourcentage exactement. Toujours est-il qu'une société qui a perdu ses données, en général, une société qui perd les données perd ses références, va perdre ses clients rapidement, ne sait plus ce qu'elle doit facturer. Et en général, ça conduit au mieux à un redressement judiciaire, au pire à un dépôt de bilan, parce qu'une société qui n'a plus de système d'information actif a beaucoup de mal à s'en relever. Et effectivement, les pertes de données peuvent être multiples, défaillances matérielles, panne logicielle, erreurs humaines, ça arrive, cyberattaque. Tout ça, ça menace quotidiennement l'intégrité des données critiques. D'accord. Euh, la seule manière de revenir, enfin la seule manière, l'une des seules manières de revenir après sinistre, c'est d'avoir des sauvegardes robustes. Quand je dis des sauvegardes robustes, c'est-à-dire des sauvegardes qui sont non seulement mises en place, mais testées, validées. Et puis en fait, il faut permettre une restauration rapide. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de mettre 6 mois à restaurer une activité suite à un sinistre. C'est pas possible. Bon, il y a quelques indicateurs qu'on va voir un petit peu après, mais il faut se poser les bonnes questions au préalable pour pouvoir, le jour J,
pouvoir avoir une, une, une reprise sur activité, en tout cas rapide. Les ransomware, on en parle beaucoup dans l'actualité. C'est quotidien. On entend parler sur les différentes chaînes publiques ou à la radio. Voilà, il y a encore un hôpital qui a été attaqué, il y a encore une mairie qui a été attaquée. Voilà, donc les ransomware, c'est vraiment l'idée du ransomware, bah, c'est de enfin, crypter, chiffrer plus exactement les données de l'entreprise pour qu'elle ne puisse plus travailler et demander une rançon. Voilà, tout simplement. Donc, il y a des hommes derrière, hein. On a fait souvent des webinaires sur comment fonctionne un ransomware, pourquoi, quelle est l'économie là-dedans. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un mal du 21e siècle et qui va continuer avec l'intelligence artificielle, avec plein de choses. Voilà. Donc, c'est de plus en plus dangereux, de plus en plus efficace. Et le seul moyen de s'en prémunir vraiment, enfin, de s'en prémunir, on peut s'en prémunir, on peut mettre des verrous, mais rien n'est inviolable. Et effectivement, si ça passe, bah, il faut pouvoir avoir un plan B. On va dire. L'évolution des cyberattaques, une menace sophistiquée. Euh, les, les, on va appeler ça les hackers, on va dire en tout cas les malveillants, on l'ont bien compris. Si vous avez une sauvegarde, eh bien, l'attaque va être moins efficace. C'est-à-dire que ils savent très bien que le but, c'est de demander une rançon hein, de plusieurs milliers, dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'euros, de dollars, enfin, peu importe la monnaie. Souvent, c'est des crypto-monnaies d'ailleurs. Mais le ransomware, le but du ransomware, le but du malveillant, c'est effectivement d'obtenir la rançon. Sinon, bah, il a travaillé pour rien. Donc, c'est pour ça que les cyberattaques maintenant ne se contentent plus de chiffrer, mais vont essayer d'abord, dans un premier temps, de détruire la sauvegarde. Parce que si la sauvegarde est détruite, eh bien, on ne pourra pas restaurer tout simplement. D'accord? Et donc, peut-être potentiellement obtenir la rançon, la fameuse rançon pour laquelle ils ont travaillé. Il faut bien comprendre, hein, les types d'attaques ont considérablement évolué et il ne s'agit plus seulement d'un fichier qu'on clique et puis voilà, ça chiffre tout, etc. Non, ça va beaucoup plus loin. Une cyberattaque, il faut bien comprendre qu'il y a des humains derrière, d'accord, qui travaillent, qui sont organisés en société, on va dire, enfin, en tout cas, comme une société, pas en société avec pignon sur rue, mais qui sont organisés comme une société, avec des développeurs, avec des gens qui sont là pour chiffrer, des gens qui sont là pour se connecter, pour analyser le système d'information une fois qu'ils ont ouvert la backdoor, la porte de sortie, pour pouvoir analyser la chose pendant quelquefois plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est-à-dire qu'ils sont installés et puis ils regardent comment tout ça s'est organisé, comment est faite la sauvegarde, s'ils arrivent à prendre la main sur la sauvegarde. Voilà, ils vont grappiller un petit peu petit à petit. Et puis, quand ils auront compris le système d'information, où taper et comment taper, eh ben, ils vont le faire. D'accord? C'est-à-dire qu'ils vont commencer par détruire la sauvegarde, détruire toutes les sauvegardes, et puis après, ils vont chiffrer. Et puis, ben, voilà. Donc, c'est pour des humains, il faut bien se rendre compte, hein, c'est pas des machines, enfin, même s'il y a des machines, des robots pour essayer d'automatiser certaines choses, il y a quand même, une fois que c'est passé, il y a des humains qui sont là derrière. Et voilà, selon Vim, donc Vim, un grand acteur de la sauvegarde, 73% des organisations, ça c'est de 2024, hein, ayant subi une attaque ransomware ont vu leur sauvegarde compromise. C'est énorme. 75%, enfin 73%, presque 3 sur 4, voilà, trois quarts à chaque fois des cyberattaques, bah, ils ont essayé de détruire les sauvegardes. Enfin, ils ont essayé ou ils ont réussi d'ailleurs. D'accord? Donc, les sauvegardes sont en target, clairement. C'est-à-dire que s'il y a une sauvegarde, ils savent très bien qu'ils n'auront pas leur rançon. S'il n'y a pas de sauvegarde et si la société est obligée de continuer et voilà, de payer, eh ben, ils vont avoir gagné. D'accord? Euh,
Cette évolution tactique oblige les entreprises à repenser entièrement les stratégies de protection des données. Jadis, on disait, ben voilà, il faut une sauvegarde, vous mettez votre sauvegarde, elle se fait, et puis voilà. Ça, c'est bien, ça va permettre de pouvoir restaurer en cas voilà, d'une personne qui a effacé des données accidentellement, des choses comme ça. Voilà, tout se passe bien. Si on a subi une cyberattaque, et nous on le voit aussi, hein, eh ben, les sauvegardes compromises, c'est une véritable catastrophe. Quand on pense sauvegarde, on a des indicateurs clés. Il y a deux questions à se poser, des métriques fondamentales pour dimensionner vos stratégies de sauvegarde et de récupération, le RPO et le RTO. Alors, sous ces acronymes, je vais les expliquer rapidement. Le RPO, ça veut dire Recovery Point Objective. En tout cas, c'est la quantité maximale de données acceptables enfin, je répète, la quantité maximale de données acceptables à perdre lors d'un incident, mesuré en temps, depuis la dernière sauvegarde valide. C'est-à-dire que moi, je me pose la question, OK, si j'ai un incident, alors ça peut être une cyberattaque, ça peut être un incendie, ça peut être plein de choses, hein, attention, il n'y a pas que les cyberattaques, un incendie qui va détruire mes serveurs. Euh, dans quelle mesure je peux perdre du travail? C'est-à-dire, est-ce que je peux perdre 4 heures de travail? Est-ce que je peux perdre une journée de travail? 3 jours de travail? Voilà, pour que mon activité puisse continuer. C'est-à-dire que mes données, de toute façon, changent en permanence, hein. Les gens travaillent sur l'informatique et sur le système d'information. Donc, les bases de données évoluent en permanence. Mais quelque part, à un moment donné, il va falloir se poser la question, est-ce que je peux perdre des données? Est-ce que je suis en capacité de perdre des données? Souvent, la réponse est oui. Mais il ne faut pas en perdre trop, d'accord? Donc, quelle quantité de données, en temps de travail, je peux perdre? C'est-à-dire que, est-ce que je peux remonter à J-1, J-2, J-3 sans avoir, bien sûr, je vais avoir des impacts, mais sans avoir trop d'impact. Et le RTO, le Recovery Time Objectif, là, c'est dans l'autre côté. J'ai un petit schéma qui l'explique après, mais en gros, en combien de temps enfin, il faut que je reprenne en combien de temps mon système d'information. C'est-à-dire que, est-ce que si j'ai une cyberattaque, un incendie, etc., je dois redémarrer dans les 2 heures, ou dans les 3 heures, ou dans les 6 heures? Voilà. Est-ce que, où je place le curseur, en fait, hein, finalement, c'est un curseur à placer. Et le curseur ici, justement, il y a un petit schéma qui l'explique. C'est-à-dire que là, l'éclair rouge ici caractérise l'incident sur une échelle de temps. D'accord, j'ai un incident, je vais devoir restaurer. Euh, Quelle est ma perte de données acceptable? Est-ce que c'est 2 heures, 3 heures, 4 heures, une journée, 2 jours, 3 jours, un mois? Pourquoi pas? Et quel est le temps d'inactivité acceptable avant que je reprenne? C'est-à-dire que forcément, je vais avoir un temps d'inactivité. Ça, c'est quasiment impossible de ne pas avoir de temps d'inactivité lors d'un incident. Mais en combien de temps il faut que je reprenne? Et alors, cette échelle-là, elle est intéressante parce que c'est des questions à se poser, mais souvent on se pose ces questions-là trop tard, quand on a eu un incident. Et puis ces questions-là, il n'y a pas qu'une seule réponse. C'est-à-dire que euh, en général, tout n'a pas le même RPO, tout n'a pas le même RTO. Je donne l'exemple. Si je perds tous mes fichiers bureautiques de la société, ça va être embêtant, mais je vais peut-être pouvoir m'en passer 2, 3 jours, peut-être, je ne sais pas. Si je perds par contre ma comptabilité, je vais pas pouvoir perdre ma comptabilité, beaucoup de données dans ma comptabilité, parce que ma comptabilité, c'est vachement important. Je vais pouvoir être autorisé à perdre qu'1 ou 2 heures, d'accord? Et puis, ma comptabilité, elle doit être mise en œuvre. Est-ce qu'elle doit être mise en œuvre vite? Peut-être pas, parce que si je peux me passer de comptabilité pendant 2, 3, 4 jours, peut-être, hein. Et puis, par contre, mes données bureautiques, même si je peux en perdre 2, 3 jours, je peux pas je peux pas il me les faut rapidement, d'accord? On va se poser cette question-là pour toutes les briques du système d'information. J'ai parlé de la comptabilité, des fichiers bureautiques.
J'aurais pu parler des emails. Je peux parler, est-ce que je peux me passer des emails longtemps? Si je peux pas me passer des emails longtemps, en général, souvent, c'est là que le bas blesse, hein. Les emails, bah, si on n'a plus d'emails, on n'est plus joignable de l'extérieur et on peut même plus prévenir les personnes. Donc voilà, souvent les emails, c'est, en tout cas, la fonction mail, c'est la fonction qu'on remet en premier, d'accord? C'est pareil, la fonction de planification, c'est une fonction qu'on essaye de remettre en premier et qu'il ne faut pas perdre beaucoup de données. Voilà. Donc c'est ce RPO, RTO. Si vous ne connaissiez pas le concept, posez-vous cette question-là, en sachant que quand même, plus on va être intransigeant avec le temps, plus ça va coûter cher. D'accord? C'est-à-dire que si vous dites je ne peux pas perdre plus de 1 heure de données de comptabilité, eh ben, il va falloir que je fasse une sauvegarde de ma comptabilité toutes les heures. C'est ça que ça veut dire, tout simplement. D'accord? Et donc, ça va être très, très intransigeant, très impactant sur la façon dont je fais mes sauvegardes. Voilà. Avant de passer à la suite, je voudrais parler quand même rapidement du guide d'hygiène de l'ANSSI. C'est là-dessus qu'on retrouve les notions dont je viens de vous parler de RPO, de RTO. L'ANSSI, Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, hein, c'est un peu notre Bible, ce guide d'hygiène. Il y a plein d'autres lectures sur le guide, sur l'ANSSI. Ce sont des gens très compétents qui écrivent des choses, dont le guide d'hygiène, mais plein d'autres choses, et effectivement qui vont pouvoir être source d'inspiration, en tout cas source un référentiel pour pouvoir mettre en place beaucoup de choses. D'accord? Il parle beaucoup du RPO, du RTO sur les sauvegardes. Mais moi, je vais faire un petit focus aujourd'hui, c'est pas sur tout le guide de l'ANSSI, mais effectivement sur les 10 bonnes pratiques de la sauvegarde. D'accord? Les 10 bonnes pratiques de la sauvegarde, c'est, selon l'ANSSI, hein, toujours, c'est différentes choses. Hop. D'abord, il faut réaliser une sauvegarde régulière. D'accord? La régularité est importante. Je ne peux pas me contenter de faire une sauvegarde tous les semaines ou tous les 2 jours ou tous les 3 jours. Il faut que ça soit régulier. Alors, selon le RPO ou le RTO qu'on veut, enfin voilà, vous avez vu, il y a des choses, enfin, en tout cas des index à avoir, mais est-ce que je réalise une sauvegarde quotidienne, hebdomadaire, toutes les heures, toutes les 2 heures? Voilà, en fonction de l'importance des données et de leur fréquence de modification. Une donnée qui n'a pas été modifiée, qui n'est pas modifiée souvent, je pense par exemple à une base de données de photos. Par exemple, voilà, on a une base de données de photos avec, pour nous communiquer. Peut-être ces photos-là ne bougent pas souvent, enfin en tout cas il y en a des nouvelles de temps en temps, mais voilà, c'est plutôt pour archivage. Je vais pas sauvegarder 50 gigas de photos tous les jours, ça ne sert absolument à rien. D'accord? Donc voilà, on va se poser les bonnes questions sur quelle est ma fréquence de sauvegarde. La règle du 3-2-1, je ne sais pas si vous la connaissez, cette règle-là. Il y a d'autres règles, hein, mais la règle du 3-2-1, en tout cas, c'est celle qu'on retrouve souvent sur l'ANSSI. La règle du 3-2-1, conservez au moins 3 copies de vos données sur 2 types de supports différents, dont une copie hors site. Quand on dit une copie hors site, c'est une copie déconnectée, enfin décorrélée en tout cas du système d'information. C'est-à-dire que je vais prendre une sauvegarde et je vais la sortir, alors la déconnecter du système d'information pour qu'elle ne soit pas accessible en cas de cyberattaque, ou alors qu'elle soit tout simplement en dehors de la société au moment où il y a peut-être un incendie ou quelque chose comme ça. D'accord? Donc 3-2-1. La règle très importante, si vous avez quelque chose à retenir de ce webinaire, vraiment le 3-2-1. J'y reviens un petit peu après, hein, bien sûr, sur la règle du 3-2-1. Il faut que la sauvegarde, non seulement elle soit faite régulièrement, mais il faut que aussi qu'elle soit automatisée. Pourquoi? Bah parce que l'humain, par défaut, va oublier, d'accord? Donc il faut automatiser au maximum les sauvegardes pour réduire le risque d'oubli et d'erreur, d'accord? Tout simplement. Il ne suffit pas de sauvegarder régulièrement avec la règle du 3-2-1, mais il faut aussi vérifier l'intégrité des sauvegardes. Le fait de tester régulièrement les sauvegardes va permettre, de s'assurer qu'elles sont complètes,
et que les données peuvent être restaurées sans corruption. Une sauvegarde qui n'est pas testée, alors il ne faut pas la tester à chaque fois, hein, ce n'est pas le but, mais régulièrement. Une sauvegarde qui n'est pas testée, ben, on va peut-être se rendre compte, un jour, on va tester, on va faire un test de restauration grandeur nature, et puis on va se rendre compte, on dit, bah, mince, ça, c'est pas sauvegardé. Pourquoi c'est pas sauvegardé? Bah, parce que c'est arrivé après. C'est arrivé après que j'ai fait un état des lieux. Et effectivement, bah, j'ai un trou dans la raquette. Donc, le fait de tester les sauvegardes va me permettre effectivement de voir si elles sont valides, restaurables, on va dire, mais aussi qu'elles sont complètes. C'est-à-dire que, est-ce que j'ai sauvegardé tout? Le, 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 le meilleur exemple, hein, les entreprises, l'exemple qu'on voit souvent, les entreprises migrent petit à petit, alors on appelle ça du shadow IT, hein, c'est-à-dire que les gens commencent à ouvrir des comptes sur des plateformes cloud pour avoir des données, et puis enfin, pour mettre leurs données. Et puis ils oublient d'en avertir enfin, celui qui s'occupe des sauvegardes, et puis en fait, c'est pas sauvegardé. Et puis le jour où il y a un gros pépin, on se rend compte que c'est pas sauvegardé. Et là, c'est la catastrophe parce qu'il y avait des données vitales de l'entreprise dessus. Donc, le fait de pouvoir un peu faire un état des lieux, enfin, faire un état des lieux régulièrement permet de, de contrer un peu ce qu'on appelle ce shadow IT. Chiffrer les sauvegardes, c'est important aussi. C'est pour protéger les données sensibles lors du stockage et du transfert. Si j'ai un, alors l'exemple très simple, hein, euh, qui existe. La personne faisait des sauvegardes, hein, c'était une petite société qui était de Troyes. Ils faisaient des sauvegardes sur disque dur externe, hein, ils les mettaient dans pas dans le coffre-fort, mais un des associés, en tout cas, le mettait dans son sac. Et puis un jour, il s'est fait voler son sac dans sa voiture, hein. Et puis, alors, il n'y avait plus de sauvegarde, mais du coup, il y avait toutes les données de l'entreprise quand même sur son disque dur externe. On ne sait pas ce qui est devenu. Enfin, voilà. Donc, et bien sûr, sur le disque dur externe, il y avait des données de l'entreprise, mais des données des salariés de l'entreprise aussi, il y avait quand même un ou deux salariés avec des fiches de paye, avec des cartes d'identité. Voilà. Donc, c'est le RGPD, vous en avez sûrement entendu parler, mais c'est des données de l'entreprise, c'est des données sensibles, des données confidentielles sur ses salariés, et il ne faut pas que ça soit diffusé à l'extérieur. Donc, chiffrer les sauvegardes est bonne chose. Il ne faut pas oublier la clé de déchiffrement, hein, parce que sinon, on ne va pas arriver à restaurer les sauvegardes. Documenter, c'est important. Documenter les procédures de sauvegarde restauration. C'est-à-dire que le fait de tester les sauvegardes, ça va me permettre de voir qu'il y a des choses qui ne vont pas, peut-être. Et puis, le documenter, qu'est-ce qui se passe le jour J, comment je restaure. Alors, si vous avez un contrat de maintenance avec extrémité, par exemple, et qu'on s'occupe aussi de vos sauvegardes, mais on a bien évidemment documenté. Nous, c'est notre quotidien aussi, hein. C'est-à-dire que effectivement, les outils, on les connaît par cœur pour pouvoir restaurer, et voilà. Conserver des sauvegardes hors site, stocker une copie de vos sauvegardes dans un emplacement distant ou dans le cloud pour protéger contre les sinistres locaux, incendies, inondations, mais aussi, je l'ai dit, contre les cyberattaques. D'accord? Ça fait partie de la règle du 3-2-A. Le A étant une copie hors site. Eh ben, on en reparle ici sur une copie hors site. D'accord. Il faut mettre en place des sauvegardes incrémentales et différentielles. Pourquoi? Parce que tout simplement, je reviens juste après sur la slide d'après, qu'est-ce que c'est incrémental, qu'est-ce que c'est différentiel et pourquoi. Euh, si vous avez plusieurs terras de sauvegarde, enfin, terras de données, et que vous voulez la sauvegarder tous les jours, ça va être énorme. D'accord? C'est-à-dire qu'il va falloir des quantités d'espace disque énormes et des quantités de stockage énormes et aussi un temps de sauvegarde énorme. D'accord? Et le but est de diminuer le temps de sauvegarde comme le temps de restauration en général. D'accord? Donc, le fait de passer par des incrémentales différentielles, ça va permettre de réduire cette fenêtre de sauvegarde et de réduire peut-être aussi cette fenêtre de restauration et aussi d'économiser de la bande passante. Voilà. Je viens un petit peu après. Sécuriser les accès aux sauvegardes, c'est-à-dire que il faut, alors il marque une seule personne autorisée dans le guide de l'ANSSI. Moi, je dirais plutôt à deux ou trois personnes autorisées,
puisque une personne ne peut pas être là le jour J et injoignable. Et donc, en fait, les accès aux sauvegardes, sécuriser les accès aux sauvegardes, c'est-à-dire que le mot de passe de chiffrement des sauvegardes, il ne faut pas qu'il soit connu d'une seule personne, par exemple. La procédure, elle ne doit pas être connue d'une seule personne non plus, d'accord? Donc, il faut que les sauvegardes soient accessibles par plusieurs personnes, enfin, au moins que les personnes sachent, mais pas par tout le monde. C'est-à-dire que les sauvegardes, il y a quand même des données sensibles dans les sauvegardes, hein. On prend toutes les données de l'entreprise et on les met à un endroit, mais il ne faut pas qu'elles soient accessibles à tout le monde. Sinon, tout le monde peut consulter, voire accéder à des fichiers dont il n'a pas à avoir l'accès. Et réviser et mettre à jour le plan de sauvegarde régulièrement, ça fait partie de aussi vérifier l'intégrité des sauvegardes. À chaque fois, effectivement, on se pose la question, est-ce que je sauvegarde bien les bonnes choses? Est-ce que je sauvegarde pas aussi des choses qui n'ont plus lieu d'être sauvegardées d'ailleurs, hein, puisque on s'en sert plus. Enfin voilà, donc réviser, mettre à jour les plans de sauvegarde régulièrement, c'est important. Un petit focus ici sur les sauvegardes incrémentales et différentielles, deux approches complémentaires. Une sauvegarde incrémentale et une sauvegarde incrémentale, c'est ça en gros. Le lundi, par exemple, je sauvegarde toutes les données d'accord de l'entreprise. Bon, là, c'est un petit schéma que j'ai repris sur Internet, hein, tout simplement, avec des volumes de données qui sont très, très petits. Mais si je devais sauvegarder tout ce volume de données tous les jours, ça serait important. Donc, je vais sauvegarder le mardi que ce qui a été changé par rapport au lundi. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on appelle incrémental ou incrémentiel. On peut dire les deux d'ailleurs. Donc, on a un minimum d'espace disque et de temps de sauvegarde, c'est-à-dire on va mettre, et le mercredi, on va sauvegarder que ce qui a changé par rapport au lundi et mardi. Contrairement à une sauvegarde différentielle, qui est un peu différente, la sauvegarde différentielle, le même principe. Le mardi, je sauvegarde que ce qui a changé, mais le mercredi, je vais sauvegarder ce qui a changé le mercredi, ce qui a changé le mardi. Et le jeudi, pareil, je vais sauvegarder ce qui a changé que depuis le début de la semaine. Ça va permettre cette stratégie de sauvegarde. Alors, elle va consommer plus d'espace, hein, ça bien évidemment, mais elle va permettre de restaurer beaucoup plus vite. C'est-à-dire que pour reconstruire ma donnée, si on regarde sur les sauvegardes incrémentales, pour reconstruire ma donnée de la fin de la semaine, je vais devoir repasser sur toutes les sauvegardes lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et restaurer, enfin voilà, pour avoir un état. En gros, il me faut tous mes périphériques de sauvegarde. Contrairement à la sauvegarde différentielle, où je vais avoir besoin de mon périphérique de sauvegarde du lundi et mon périphérique de sauvegarde du samedi. D'accord. Alors, pas de panique, hein, c'est-à-dire que aujourd'hui, les logiciels de sauvegarde sont tellement bien faits qu'on n'a pas besoin de se poser la question. Il va chercher les sauvegardes où elles sont, au bon endroit. Et on n'a pas besoin de réfléchir où est ma sauvegarde, etc. Il sait où est la sauvegarde, il sait aller la chercher. D'accord. Toujours est-il que pour reconstruire une donnée complètement, je vais pas sauvegarder. L'idée, c'est de pas sauvegarder tout le temps, mais sauvegarder que ce qui est changé. D'accord. Forum sur les sauvegardes immuables. C'est la protection ultime contre les ransomware et les modifications accidentelles ou malveillantes. D'accord. C'est-à-dire qu'une sauvegarde incrémentale, immuable. La définition technique, hein, la définition de l'immuabilité, c'est une donnée qui ne peut pas être modifiée, supprimée ou altérée pendant une période déterminée. D'accord. Même par des administrateurs système, par qui que ce soit. C'est-à-dire que la sauvegarde, on met un tampon dessus. Enfin, une fois qu'elle est faite, on met un tampon dessus. Voilà, cette donnée ne peut pas être sauvegardée, ne peut pas être, altérée, supprimée pendant 7 jours, 8 jours, 10 jours, un mois. D'accord. Alors ça va donner, ça va amener une protection juridique parce que alors c'est conforme aux exigences réglementaires, d'accord, l'intégralité des données critiques. Ça va permettre de résister aux attaques, hein. Je l'ai dit tout à l'heure, la chose que va faire un attaquant avant d'effacer les données ou de les chiffrer, ça va être d'effacer les sauvegardes. Et bien là, il ne pourra pas effacer les sauvegardes. Même si les sauvegardes sont en ligne dans un cloud, d'accord, les données vont être taguées comme immuables, et bien, ils ne vont pas pouvoir être modifiées.
d'accord, ni effacer d'ailleurs. Et ça donne une garantie temporelle pendant lequel les données sont inaltérables. Donc, on met un tampon, mais qui est valable à un certain nombre de jours. L'idée sur la sauvegarde immuable, ce n'est pas de sauvegarder d'une manière immuable pendant 6 mois, 1 an, etc. D'accord? On se rappelle un peu la règle du 3-2-1. 3 copies de la donnée sur 2 périphériques différents, dont un à l'extérieur. Un à l'extérieur, ça peut être la sauvegarde immuable, dans un cloud immuable. D'accord? Ça peut être une copie sur un disque dur externe, chiffré, d'accord, qui est décoré la société. Le fait de le déconnecter, ça va le rendre immuable dans le sens où il n'est pas connecté, donc il n'est pas accessible. Par contre, si dans le cadre, enfin, il peut être volé quand même, donc voilà, il n'est pas vraiment immuable, il peut être effacé éventuellement par différentes techniques, d'accord? Dans un cloud immuable, bah, c'est décorrélé de la sauvegarde et il peut pas être attaqué. Mais l'idée, c'est pas de garder, c'est de garder l'immuabilité pendant 7 jours. Pourquoi? Parce qu'en cas de cyberattaque, qu'est-ce qui se passe? Ou en cas de, j'ai besoin de restaurer depuis la sauvegarde, depuis le périphérique immuable. Eh ben, ça va pas m'intéresser de restaurer des données d'il y a 6 mois. C'est les données fraîches, les données plus à jour qui va m'intéresser de restaurer en général, hein, bien évidemment. Mais c'est ça qui est important, d'accord? Donc, on a bien, dans un système de sauvegarde, on a bien une sauvegarde qui va être sur site, qui va être non décorrélé des données, d'accord, qui va me permettre de restaurer très très rapidement et peut-être garder un archivage sur 3, 6, 8 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, que sais-je, d'accord, mais qui va pas me coûter cher en termes de stockage et qui va me permettre de pouvoir revenir en arrière si j'ai effacé un fichier, je m'en suis rendu compte 6 mois après que mon fichier a été effacé. Ok, bah, je vais pouvoir repartir sur mes archives de sauvegarde. Par contre, ma sauvegarde immuable, ce qui va m'intéresser, c'est la sauvegarde de la donnée fraîche, en fait. Les outils pour faire de la sauvegarde telle que préconisée par l'ANSSI. On reprend un peu les pans, les dix items: planifier, vérifier l'intégrité, 3-2-1, chiffrer, gestion incrémentale et différentielle et automatisée. Ça, extrémité, nous, on préconise l'utilisation de Vim Backup et Réplication, qui est un outil de sauvegarde très évolué, qui va permettre effectivement de faire tout ça. D'accord? Vim n'est pas capable de sauvegarder d'une manière immuable. D'accord? Vim est agnostique, on dit, au matériel. C'est-à-dire qu'il va pouvoir, Vim, on va dire, bah, tu sauvegardes sur un disque dur, tu sauvegardes sur un NAS, par exemple, tu sauvegardes sur un cloud, tu sauvegardes, voilà, il va pouvoir sauvegarder où on veut, pardon, mais il est complètement agnostique. D'accord? Donc, il va nous servir de planifier, chiffrer, gérer la sauvegarde incrémentale et ou différentielle, automatiser, vérifier l'intégrité et donc par tout ça, avoir la règle du 3-2-1 aussi. Pour faire une sauvegarde hors site, sécuriser données, on utilise, nous, à extrémité, un cloud qui s'appelle Wasabi. D'accord? Wasabi, alors pourquoi Wasabi, je ne sais pas. Toujours est-il que c'est un espace de stockage qui est immuable, d'accord, qui va nous permettre, qui est immuable et qui est aussi en Europe, hein, ça c'est important. C'est-à-dire que on va pas se buter au Cloud Act des États-Unis, etc. Et l'ANSSI préconise de sauvegarder les données en Europe, d'accord? Et alors, on n'a pas vraiment de cloud souverain en France, mais toujours est-il qu'on a des clouds européens, d'accord? Wasabi en fait partie. Documenter, réviser et mettre à jour le plan, ça c'est de l'organisationnel, hein, bien évidemment. C'est-à-dire que on n'a pas d'outils, enfin, il n'y a pas d'outils, en tout cas d'outils techniques pour faire ça. Il va falloir documenter, bah, ça c'est de la documentation, réviser, mettre à jour le plan, c'est-à-dire que bah, on va tester peut-être les sauvegardes de temps en temps et, les documenter, enfin redocumenter les choses dans l'amélioration continue. Peut-être j'ai un trou dans la raquette et il faut que je vérifie enfin que je change ma stratégie de sauvegarde. D'accord. Euh,
À Extrémité, on a une offre de service qui permet d'avoir tout ça. C'est-à-dire qu'effectivement, par un abonnement mensuel, nous, on met en place, avec du Wasabi, voilà, on vous facture un service. Et bah, le service aussi, on vérifie régulièrement que les sauvegardes se sont bien passées. Et on propose aussi de faire des tests de restauration grandeur nature chez vous ou chez nous. Mais l'important, c'est de le tester au moins une fois par an. D'accord? C'est la préconisation de l'ANSSI. Tester au moins ces plans de sauvegarde une fois par an pour pouvoir voir si on sauvegarde bien les bonnes choses. D'accord? Donc, il y a une offre de service à extrémité pour tout ça, ce qui va vous permettre d'être corrélé aux normes de l'ANSSI. Voilà. Euh, on arrive à la fin de pratiquement de cette présentation. J'en parle rapidement parce que c'est important. Euh, le CICERT des Hauts-de-France a ouvert il y a, alors moi, je suis pas bien dans les dates, mais je pense 3 ans. Samuel, peut-être qui est en ligne, confirmera, lui, il est plus au fait de ça. En tout cas, il se souvient plus des dates. Mais c'est important, le CICERT Hauts-de-France, c'est quoi? C'est un numéro unique d'appel. Alors, le CICERT est une organisation rattachée à l'ANSSI qui est nationale, mais ils ont ouvert en région des CICERT qui sont des centres de réponse sur incident, c'est-à-dire pour les PME, les sociétés. Voilà, l'ANSSI ne traite pas la PME, mais vous avez un numéro d'appel. Alors, vous pouvez appeler extrémité, hein, bien évidemment, mais le CICERT va rediriger, enfin, en tout cas, vous donner les gestes de premier secours dont nous éditons régulièrement des exemples et on communique beaucoup dessus, et les règles de premier secours, et voilà, va vous donner les premières informations et va vous mettre en relation avec un partenaire de confiance qui est agréé par le CICERT, pour, si vous avez besoin en tout cas, hein, si vous n'avez pas de sauvegarde, des choses comme ça, pour répondre sur incident, d'où est venue l'attaque, pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire, voilà, vraiment les gestes de premier secours, d'accord. 2023, le 6 heures Taux de France, me dit Samuel, effectivement. Voilà, nous arrivons à la fin de cette présentation, on est dans les temps, c'est très bien. Euh, Si vous avez des questions, alors hop, je vais regarder un petit peu. Voilà, j'ai activé la conversation. Enfin, vous pouvez taper dans le chat, pas plus exactement, et vous pouvez taper votre question. Si vous voulez que je déverrouille le micro, ce sera avec plaisir pour répondre en direct à vos questions. Voilà. Hop, je vais remettre ma caméra. Il n'y a pas de questions? Ça a été clair alors. Est-ce que vous avez appris des choses au moins? Ah, merci. Tant mieux. Non, pas plus de questions. Bah, écoutez, en tout cas, on est à votre disposition si vous avez des questions qui vous viennent, si vous voulez mettre ça en place. Je vois que ça tape un petit peu dans le chat. On va encore attendre un petit peu, bien évidemment. Mais nous sommes disponibles au 03 20 64 66 06 pour répondre à des questions sur l'immuabilité éventuellement, ou sur tout d'autres sujets, le CICERT, enfin voilà, la cybersécurité ou toute autre chose. Merci à vous pour avoir participé. Hop, je regarde. Ah. Aujourd'hui, tout se passe sur le cloud. Y a-t-il un danger à sauvegarder sur plusieurs serveurs cloud? Y a-t-il un danger à sauvegarder sur plusieurs clouds? Je dirais non. Je dirais non, c'est-à-dire que non, pas du tout. Tant que le cloud est accessible et sûr, je dirais, voilà, il faut un partenaire de confiance, effectivement, il faut un cloud de confiance. Mais non, il y a pas de danger, c'est-à-dire que dans la règle du 3-2-1, en fait, on peut multiplier les destinations de sauvegarde sans aucun problème. Il n'y a pas de danger. Enfin, le danger vient du cloud lui-même, hein. J'espère avoir répondu à votre question, Mme Duchesne.
Vous l'avez bien compris en tout cas. Merci. OK, bah, je l'ai compris alors. Merci à vous. J'en profite pour vous dire que cette présentation sera disponible sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez nous suivre, hein, sur notre chaîne YouTube, bien évidemment. Voilà, d'ici 48 heures, en fait, hein, je pense. C'est le délai qu'on se donne pour monter. Voilà. Merci à vous. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire.